Je déteste le commandeur. Alors, il semblerait que j'ai provoqué une guerre dans ma précédente vidéo où j'abordais les problèmes que j'avais avec Magic. À ma grande découverte, il faut croire qu'il n'est pas possible d'exprimer une opinion négative sur le commandeur et leurs joueurs sans complètement trigger une minorité de ces mêmes joueurs. Alors, certes, j'ai mentionné en passant que je n'aimais pas le commandeur et que je méprisais les joueurs de commandeur. C'était une manière un peu maladroite et ce n'était pas mon intention de déclencher cette petite vague de réactions négatives. Et donc, c'est pour ça que je me rattrape dans cette vidéo. C'est ici que je vais lancer mon sort de taunt en zone et donc je vais vous donner mes raisons pour lesquelles je n'aime pas le commandeur et comment ce format a impacté mon expérience avec Magic. Alors, avant d'attaquer le sujet, je tiens à préciser les choses suivantes. Tout ce que je dis dans cette vidéo est mon opinion, qui ne concerne que moi. Malheureusement, il faut en permanence mentionner l'évidence sur Internet, donc les voici. Le ciel est généralement bleu, la plupart du temps l'eau mouille, et le principe d'une opinion, c'est d'être un avis subjectif à la personne, donc personnel. Voilà, donc préambule fini, et voici toutes les raisons pour lesquelles je n'aime pas le commandeur. Raison numéro 1, je n'aime pas les jeux de politique. Si vous avez remarqué, il y a une petite différence entre le commandeur multi et les formats 1v1. Le nombre de joueurs. En commandeur, les games ne sont pas décidés par qui a eu la meilleure sortie ou les meilleurs plays. Non, quasiment à chaque fois, elles sont décidées par des jeux d'alliance temporaire et du king-making. Le king-making, c'est quand vous vous retrouvez dans une situation où vous savez que vous ne pouvez pas gagner, mais vous pouvez décider de qui va gagner. Vous avez le choix de couronner le roi. Comme si ma vie n'était pas déjà suffisamment impactée par la décision des autres, je devrais le continuer à le simuler dans mes loisirs? Pas pour moi en tout cas. Personnellement, je suis logique et rationnel quand je joue. Je cherche constamment à min-max. Alors, ça me tilte trop quand une personne fait un play qui va impacter tous les joueurs négativement à la table et qui ne le bénéficie même pas. Ça peut être un simple misplay, un play émotionnel ou une trahison politique, peu importe. Au moins, en 1v1, ton misplay, ta responsabilité. Mais en multi, tu peux externaliser le coût de ton misplay sur les autres joueurs et affecter toute la table. Mais non frérot, la politique fait partie du jeu, t'es juste mauvais. Bah justement, je ne veux pas argumenter avec des gens pour qu'ils jouent des cartes en ma faveur ou ma défaveur. Ce n'est pas un aspect de la vie en général que j'aime, encore moins de le faire dans mon temps de loisir. Dans mon expérience, toutes les parties de commandeur que j'ai jouées étaient, entre guillemets, dans les meilleures conditions, car c'était un groupe de potes, pas des inconnus dans un local game store. Et même dans ces meilleures conditions, ça m'a pété les couilles. Aussi, quitte à jouer à des jeux politiques, le commandeur n'est clairement pas le meilleur dans ce domaine. De nombreux jeux de société existent qui font ça mieux. En réalité, le commandeur est un prétexte pour construire un deck cool avec des cartes et une thématique qu'on aime, et partager ça avec d'autres personnes. Et la politique est simplement une conséquence d'être en free-for-all, en mêlée générale. En tout cas, je n'ai jamais entendu des joueurs de commandeur dire qu'ils y jouaient pour le jeu politique. Par contre, il existe littéralement des chaînes YouTube centrées sur le deck building et le brewing en commandeur, comme Salubrious Snail dans la sphère anglophone. Raison numéro 2, le temps perdu. Quand je joue à un jeu de société, j'aime jouer à ce jeu, prendre des actions, faire des choix et les voir impacter le déroulement d'une partie. Ça, c'est satisfaisant. Par contre, à part peut-être pour les premières fois pour apprendre, personne n'aime voir son adversaire stormer, partir dans une combo qui dure 5, 10, 20 minutes. Plus généralement, personne n'aime attendre les adversaires qui monopolisent le temps de jeu. Alors, même si une personne est un noob et apprend le jeu, il y a de l'empathie, certes, mais ça ne change pas le fait que la lenteur reste pénible. Désolé, mais à part une victoire facile, personne ne se réjouit d'être pairé avec un débutant. Rien contre les noobs, tout le monde passe par là. Alors je te rassure, je ne vais pas purement rejeter la faute sur les autres. Moi aussi, je suis coupable de bien prendre mon temps sur des brainstorms et autres décisions. Et je réalise que ce n'est pas intéressant pour mon adversaire de me regarder réfléchir pendant 1 à 2 minutes alors que rien ne se passe. Une partie de 1v1 permet d'avoir un bon rythme, généralement. Surtout si les joueurs sont expérimentés. Mais dans une partie multi, tu triples le temps d'attente, tu fais 3 fois moins d'actions pour le même temps de partie. En réalité, c'est même plus que 3 fois plus lent. Il y a aussi 3 fois plus de joueurs à prendre en compte. Ça rallonge toutes les prises de décision,
car il y a généralement un joueur qui aura la possibilité de répondre à un effet. Contrairement en V1, où si la personne est tap out, c'est-à-dire que toutes ses landes sont engagées, elle ne peut généralement rien jouer. Il faut également demander dans le bon ordre la validation de tous les joueurs à chaque fois qu'une action est faite. Chaque action est plus lente et il y a plus de tours adverses. Honnêtement, de mon expérience des rares parties que j'ai jouées, en 2 heures, j'avais juste réussi à jouer quelques mana ramp, quelques créatures, lancer un sort de value par-ci par-là, et puis j'ai simplement regardé les autres politiser et exécuter leurs combos. Alors qu'en V1, j'aurais pu jouer 6 à 8 games. La majorité des games, soit j'effectue quelques actions sans grande importance et je n'arrive pas à assembler mon plan de jeu suffisamment rapidement et je perds car un des autres joueurs réalise le sien avant moi, soit je me sens mal car je réussis à réaliser mon plan de jeu, je prends le contrôle et je monopolise le temps de partie pour les autres joueurs. En résumé, c'est lose-lose. En 1v1, si je me fais chier, j'ai le droit de concéder à tout moment et on relance une nouvelle partie. Mais à 4 joueurs, quitter une partie en cours parce qu'on s'ennuie, c'est mal vu et il y aura un stigma social. Et c'est normal. Un contrat implicite a été signé pour jouer la partie jusqu'à sa fin pour le fun de tous les joueurs à la table. Fun, sauf pour celui qui est en train de perdre. Cela fonctionne de la même façon pour tous les jeux de société. Raison numéro 3. Les règles officieuses ou la règle 0. Ah, la fameuse règle 0. Avant une partie de Commander, les joueurs discutent entre eux de la vision de la partie, de l'expérience de jeu qu'ils veulent avoir ensemble. En concret, c'est souvent une discussion sur l'ensemble des decks disponibles, de leur puissance et de leur thème. Le problème avec cette règle 0, c'est que la communication, ce n'est pas forcément le fort de tout le monde, ça suppose que le power level et le fun sont des valeurs objectives comprises par les 4 joueurs. Et ça ne peut pas être plus loin de la vérité. Par exemple, de mon point de vue de joueur qui connaît bien le Legacy et le Vintage, les formats les plus puissants de Magic, un deck combo puissant, c'est un deck qui peut gagner dès le tour 1. C'est l'équivalent des decks CEDH de commandeurs compétitifs. Du point de vue d'un joueur casual, le deck elf de son ami qu'il n'arrive jamais à stopper et qui gagne en jouant en tour 6 une grosse bête célérité, ça c'est puissant. Si les joueurs se connaissent bien, c'est-à-dire qu'ils ont déjà joué des games ensemble et ont un feedback commun, alors ça fonctionne. Mais le but d'avoir un format standardisé, c'est justement d'avoir un ensemble de règles communes préétablies pour diminuer la friction avec de nouveaux joueurs. En 1v1, la règle 0, c'est que tout le monde est là pour gagner. On va jouer les decks qu'on trouve les plus forts pour maximiser ses chances de victoire. Tu peux jouer un deck moins fort, mais qui te plaît, il suffit de comprendre que les autres sont là pour gagner et que tu diminues alors tes chances de victoire. Le fun est une conséquence, pas le but. Le contrat est clair. Même si, parfois, certains joueurs ont du mal à le comprendre. En commandeur, le but est avant tout le fun. Alors du coup, c'est quoi le fun? Je connais plusieurs personnes qui adorent jouer Oops All Spells en Legacy. Et le seul but du deck, c'est d'ouvrir la main de départ et d'essayer de tuer l'adversaire tour 1. Les matchs se terminent en 20 minutes, si ce n'est moins, et si vous jouez des tournois papier, il faut s'attendre à passer pas mal de temps à poireauter entre les ronds. D'autres joueurs adorent jouer des archétypes prison et complètement bloquer les parties avec 25 effets de stacks. Alors du coup, tu arrives dans des situations où tu as l'un des joueurs qui t'assure que son deck Blink est super cool et interactif, super fun, et tu comprends au 4e tour, 40 minutes se sont déjà écoulées dans la partie, que son super deck Blink super fun et interactif est constitué de boucles infinies qui bouncent tous les permanents de tous les joueurs et plus personne ne peut jouer. La règle 0 ne peut pas couvrir ce genre de cas, et si vous jouez avec des inconnus dans un local game store, ça risque d'arriver fréquemment. De mon expérience, toutes les parties que j'ai jouées ont fini dans ce genre-là. Le fun dans Magic est généralement à somme nulle. Lorsqu'un joueur gagne, souvent il monopolise le temps de la partie aux dépens des autres joueurs. Et encore, c'est en partant du principe que tous les joueurs ne sont pas là pour gagner la partie, mais plutôt pour créer une expérience. Et ça, visiblement, il y a plein de joueurs qui n'ont pas compris ce mémo. Non mais au moins, en commandeur, tu peux jouer des decks sous-optimaux et t'amuser. Oui, et tu peux le faire aussi en V1. Tu peux utiliser la règle 0 avec n'importe quel format, et vous pouvez jouer vos brews tranquillement. Ça s'appelle Kitchen Table Magic, ou juste faire ce que tu veux en fait. Tu n'es pas obligé de te cantonner aux règles du commandeur et de jouer à 4 joueurs. À partir du moment où on abandonne l'idée de jouer à des tournois compétitifs, on n'est plus contraint par des règles. Et personnellement, je n'ai pas envie d'être contraint par des règles qui ruinent mon plaisir de jeu. Et en parlant de règles absurdes, raison numéro 4, pourquoi sans carte? Même avec une simple sleeve, c'est quasi impossible de mélanger l'intégralité de son deck avec 2 mains. Qui s'est dit
que ce serait mieux de perdre 2 à 3 fois plus de temps à mélanger des cartes dans une partie. Franchement, c'est juste désagréable. À 60 cartes, je trouve que c'est le sweet spot où ça reste suffisamment facile pour pouvoir mélanger rapidement sans se prendre la tête. 40 serait parfait, mais bon, Wizard doit vendre des cartes, n'est-ce pas? Parce que oui, petite parenthèse, on pourrait très bien descendre à 3 exemplaires maximum par carte et passer à des decks de 40 cartes. Ça ne change pas tellement la consistance d'un deck et ça permettrait de baisser le prix des decks. Il faudrait juste peut-être nerfer Mull, et encore, pas sûr que ce soit nécessaire. Et pour fermer la parenthèse, déjà, à 80 cartes, à cause de Yorion, je trouvais ça suffisamment chiant pour ne pas avoir envie de jouer le deck en papier. Et alors là, on me demande d'aller à 99 juste pour respecter une norme arbitraire? Non, en fait non. Raison numéro 5, pourquoi une banlist? Si la règle 0 existe, pourquoi existe-t-il une banlist? Les joueurs ne peuvent-ils pas se mettre d'accord tout seuls sur ce qui est ok et pas ok? Parce que vraisemblablement, si un joueur met une carte dans son deck, c'est pour le partager avec le reste de la table, n'est-ce pas? C'est son expression, non? Parce que c'est fun, n'est-ce pas? Mais la raison d'être de la banlist, c'est que c'est possible que les joueurs jouent des cartes qui ne sont pas fun dans leur deck. Alors du coup, je ne comprends pas. C'est un format casual et fun ou non? Normalement, les joueurs ne joueraient pas ces cartes-là, puisqu'elles sont pas fun, justement. Elles permettent de gagner trop facilement d'une façon ou une autre. Surtout que la majorité des cartes de Magic sont contextuelles. La puissance d'une carte est toujours relative à l'ensemble des autres cartes jouées dans la partie. Ce n'est pas parce que tu joues un Sol Ring ou une Mana Crypt que ça va propulser ton deck ours tribal devant tous les autres decks. Et puis même, si tu arrives à justifier le fait d'avoir une banlist d'une quelconque façon, la banlist en elle-même est stupide. Mana Crypt et tous les Moxen sont ban, mais Sol Ring est toujours légal. Ristic Study est toujours légal, alors qu'il paraît c'est la carte la plus broken en CEDH. Tous les effets de destruction de land de masse, comme Armageddon, sont fun aussi paraît-il, vu qu'ils ne sont pas ban. Winter Harbor aussi, même Stasis. Le système de bracket ou tiers fait sûrement un peu plus de sens, si le but est de donner une ligne directrice pour aider à intégrer les nouveaux joueurs au format. Mais je ne comprends pas l'intérêt de la banlist en premier lieu de toute façon. Mais du coup, si le système de bracket slash tiers existe déjà, pourquoi avoir une banlist alors? Et d'ailleurs, ça vous est déjà arrivé de jouer avec des nouveaux joueurs et de leur signaler qu'ils jouaient une carte bannie? Je sais pas moi, parce que j'ai jamais joué en commandeur, mais si c'est le cas, comment se sont-ils sentis après la remarque? Est-ce que leurs cartes bannies ont vraiment empêché la partie d'être fun? Juste des questions comme ça, hein. Raison numéro 6, les games se ressemblent toutes. Malgré l'argument donné par les joueurs de Commander d'avoir des expériences de jeu diversifiées grâce à leur deck de 100 cartes, j'ai l'impression que toutes les games se résument toujours à ça. Étape numéro 1, tout le monde bibute dans son coin pour développer sa mana, piocher des cartes. Ensuite, un joueur a une meilleure sortie ou un deck et va prendre le lead. Il tente inexorablement de faire quelque chose de la partie, accomplir le but de son deck, essayer de gagner la game, et se fait stopper par les autres joueurs. Le deuxième joueur devient alors le lead et tente une combo à son tour. Et généralement ça passe parce que plus personne n'a d'interaction. Si c'est pas le cas, alors c'est le troisième ou le quatrième joueur. Si vous avez déjà joué à Munchkin, c'est très similaire comme déroulement de partie. Le meilleur plan de jeu, c'est toujours de faire des trucs discrètement, ne pas se faire remarquer, interagir le moins possible pour ne pas gaspiller ses ressources et les garder pour protéger sa combo finale. Vu que c'est le plan de tout le monde fait donc la même chose. Et ça mène à des parties non interactives où tout le monde développe son plan de jeu sans interagir et l'interaction est réservée juste à la fin de la partie lorsque des joueurs tentent de gagner. Non mais on joue pas pour la win, on est là pour le fun. Cependant, lorsque j'observe le gameplay des joueurs à la table, en pratique, dans la réalité des faits, l'ego prend le dessus et quasiment tous les joueurs essaient de gagner la partie, aux dépens du fun. Le seul aspect fun vraiment, c'est les cartes qui ont été sélectionnées pour composer leur deck et leur stratégie. Et même si par exemple je fais l'effort de me ramener avec un deck qui ne cherche pas à gagner, mais qui va par exemple essayer de jouer un rôle de médiateur ou d'amuseur de la galerie, ce n'est pas dit que ça plaise aux autres joueurs. Car, comme dit précédemment, le fun est subjectif. Et ramener des expériences différentes de ce à quoi les autres joueurs attendent de vous peut se retourner contre vous. Après, je comprends la raison d'être du commandeur. C'est une norme qui permet de standardiser les règles. Puisque ce standard est devenu populaire, vous avez de grandes chances de trouver des joueurs dans n'importe quel local game store, des joueurs avec des decks commandeurs sous la main pour jouer avec vous. Mais
quelque chose de populaire n'est pas équivalent à être le meilleur. Pour faire une analogie simple, prenons l'exemple des claviers. Le layout des claviers a été conçu pour des machines à écrire. Il y avait une contrainte spécifique, pas avoir deux lettres utilisées fréquemment l'une à la suite de l'autre, côte à côte, sur le layout. Cela était pour éviter que les tiges métalliques s'interceptent. Les standards QWERTY et AZERTY sont nés à cette période. C'était sûrement les layouts les plus efficients pour la majorité des utilisateurs de machines à écrire. Cependant, ces layouts ont été transférés aux claviers modernes car ils existaient déjà et les gens qui utilisaient les machines à écrire connaissaient déjà les layouts QWERTY et AZERTY. Ce n'est clairement pas les layouts les plus optimaux et collectivement, sûrement des milliards d'heures ont été perdues à écrire du texte plus lentement et ça continue toujours de nos jours. Mais le mal est fait. La friction pour changer collectivement les layouts est plus grande que le temps perdu à utiliser un layout AZERTY que l'on a déjà appris. Personnellement, j'ai eu une période où j'ai essayé de réapprendre un layout optimisé et j'ai abandonné car ça demandait trop d'efforts sur le moment. Je préfère mettre du temps dans autre chose, je n'avais pas 3 mois à investir dedans. De plus, ça rajoute beaucoup de friction avec le reste du monde qui continue de vivre avec de l'AZERTY ou du QWERTY. Personnellement, je vois le Commander de manière similaire. Le format a été créé en opposition au format 1v1 64 compétitif. Il a rapidement pris de la popularité comme la norme casual grâce à toutes ces règles distinctives du format compétitif standard. Mais toutes ces règles qui le distinguent sont un frein pour mon appréciation du format. La friction est juste trop grande. Je ne préfère pas le jouer et faire autre chose de ma vie. Raison numéro 7. La mentalité du commandeur. Tout simplement, je ne vibe pas avec la mentalité du commandeur. Laissez-moi introduire le concept d'un gradient entre la vibe et le mesurable. Tous les jeux existent sur ce gradient. La vibe, c'est la partie ludo-narrative d'un jeu. C'est l'histoire, la direction artistique, les couleurs, le son, etc. Un bon représentant d'un jeu purement esthétique seraient les jeux comme Firewatch ou Journey. Des jeux contemplatifs qui créent une expérience, un souvenir que l'on peut raconter. Le mesurable, ce sont les nombres, les comparaisons avec des classements, des scores, des gagnants et des perdants. Tous les jeux d'e-sport sont un bon exemple. Tous les jeux sont donc un mélange entre une vibe et des mesurables. Magic pourrait abandonner toute sa vibe et convertir tous les termes ludonarratifs en identifiants et chiffres. On remplacerait le nom de toutes les cartes par un numéro de série, on retirerait toutes les illustrations pour ne garder que les faits. Mais si c'était le cas, plus personne n'y jouerait. Quitte à faire des maths, autant jouer au poker à ce stade ou n'importe quel autre jeu de 52 cartes. Donc il faut être clair sur le fait que tous les joueurs de Magic jouent, même les joueurs les plus compétitifs, grâce à cet aspect ludonarratif. C'est d'ailleurs pour ça que l'introduction d'Universe Beyond affecte même les joueurs compétitifs. Le fun peut être trouvé dans ces deux aspects. Certains vont préférer l'esthétique, d'autres l'arcade. Et personnellement, comme tous les autres joueurs compétitifs, les spikes, j'ai besoin d'avoir cette mesure objective pour diriger mes efforts. Il y a vraiment ce sentiment de satisfaction dans l'art de l'ingénierie, lorsqu'on peut visualiser le résultat d'une construction, que ce soit pour construire un meuble ou coder un programme. La satisfaction de construire un deck qui est à la fois esthétique dans le ratio des cartes, possède une stratégie innovante et qui prouve sa valeur, sa robustesse contre les autres decks, ça, c'est magique. Lorsque toutes les cartes sélectionnées se combinent ensemble pour donner une expérience unique, dans Magic en tout cas, c'est inégalable pour moi. Non seulement l'objet est beau, mais il est aussi pratique et utile. Il n'est pas juste une œuvre d'art qui est bonne uniquement à faire office de décoration, mais qui peut aussi être utilisée pour gagner des parties, avoir des meilleures chances dans des tournois. Personnellement, j'adore Brew et construire des decks hors méta, mais je les construis pour une expérience de jeu qui est personnelle. Je n'ai pas une envie particulière de partager mon expérience de jeu avec d'autres personnes. Je construis mon deck car je le trouve cool, je l'optimise du mieux que je peux pour gagner le plus possible, car c'est aussi plaisant de gagner des parties, c'est une preuve de réussite, du bon fonctionnement du deck. Je retrouve ensuite d'autres joueurs qui pensent comme moi et nos parties sont juste un prétexte pour enjoy nos decks. Malgré le fait que Magic soit conçu comme un jeu social où il y a besoin d'un adversaire humain pour expérimenter avec tout le spectre de Magic, ma façon d'aborder l'expérience est purement égoïste et solitaire. Le partage d'une expérience commune, par exemple dans une partie tendue qui se joue au fil du rasoir, est purement accidentel. C'est la conséquence de deux joueurs avec le désir égoïste de gagner, chacun avec la stratégie qu'il préfère. Il y a donc un côté naturel et réel au match mémorable. Alors qu'en commandeur, j'ai cette sensation d'une expérience artificielle construite autour de l'étendard du fun. Et par contre, si les joueurs essaient vraiment de gagner, comme en CEDH,
Tous les défauts mentionnés précédemment ressortent x10 et détruisent complètement mon expérience. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Même si le système de jeu entre le commandeur et le compétitif est le même, l'objectif et le profil des joueurs sont complètement différents. C'est un peu comme comparer des joueurs de ranked sur League of Legends et ceux qui se connectent pour faire leur game d'ARAM du jour. L'un est un compétiteur qui vient se confronter et l'autre est for fun et cherche juste à se relaxer. Si vous les mettez dans la même équipe, des tensions vont vite exploser entre ces deux profils. Le compétiteur va reprocher au joueur fun de ne pas se concentrer et ne pas prendre la game au sérieux. Le joueur fun va traiter le compétiteur de tryharder. C'est la même chose dans Magic. Je n'ai rien à voir personnellement avec le commandeur. Je ne me présenterai jamais comme un joueur de commandeur. Si on me demande si je joue en commandeur, je vais répondre non. Si le commandeur était le seul format qui existe dans tous les jeux de cartes, eh bien j'aurai un autre hobby. Pour être honnête, si vous vous présentez comme un joueur de commandeur, ça va naturellement me repousser. Car je sais qu'on ne valorise pas les mêmes aspects du jeu. Car même si nos intérêts et nos sujets de conversation sont au sein de Magic, qui serait normalement le même hobby, en réalité ils sont différents. Personnellement, je n'ai rien à foutre des derniers commandants, de comment tu as pimpé ton deck avec toutes tes éditions collector, comment ta dernière combo avec des dinosaures est trop rigolo, ou comment à ta dernière partie, un des joueurs a rage quit la table parce que quelqu'un a contré son commandant. Nos sujets de discussion, à nous, joueurs compétitifs, c'est de se plaindre de la méta, de se plaindre des cartes broken, raconter comment on n'a pas réussi à piocher de land pendant 5 tours et que c'était injuste, on aurait dû gagner cette game forcément. En fait, le problème, c'est que vous, joueurs de commandeur, vous ne savez pas vous plaindre en fait. Vous n'êtes pas assez négatif. Alors bon, j'exagère, mais vous comprenez que les sujets de conversation ne sont pas les mêmes. Nous sommes différents. Nous partageons peut-être le même local game store, mais pas les mêmes idées, pas la même mentalité. Et c'est normal. On est tous différents, on a tous nos hobbies. Tout ce que je viens de dire n'est aucunement une raison pour se foutre sur la gueule, comme pourrait suggérer peut-être cette vidéo. Tous les joueurs d'Aram et les joueurs de Ranked sur LoL peuvent très bien coexister, chacun de son côté, tranquille, et il n'y a aucun souci. Je veux dire, si tu commences à t'énerver parce que je donne mon opinion négative sur le commandeur, je voudrais te demander, pourquoi? Qu'est-ce que tu en as à foutre de mon opinion? Et c'est pareil de mon côté, moi j'en ai rien à foutre. Mais outre ce non-problème, il y a un réel problème qui est apparu ces dernières années, causé par le commandeur. Le commandeur est tellement omniprésent dans Magic qu'il impacte directement mon quotidien. Toutes les décisions prises par Wizard ces dernières années sont tournées vers le commandeur aux dépens de ma niche compétitive. Alors oui, je vais parler de niche car mon point de référence dans Magic c'est le Legacy et il ne doit pas avoir plus d'un joueur sur 1 million qui joue en Legacy, quelque chose comme genre 0,001% des joueurs. Universe Beyond, le spam de cette dédié au commandeur dans les sets normaux, alors qu'il existe déjà des sets commandeurs dédiés pour ce genre de design, tous les sets de Magic sont des sets commandeurs maintenant. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. La seule différence réelle entre les sets, c'est la légalité entre les différents formats. Certains, on a le droit de jouer en standard avec, d'autres seulement en moderne, et le reste seulement en legacy et plus. Aucune des décisions récentes n'a bénéficié au format éternel. Ça a toujours été à leurs dépens, avec quelques bans qui font office de pansement. Et ces décisions sont prises parce que Wizard investit la majorité de ses ressources dans le commandeur. Et c'est compréhensible vu la rentabilité. Alors du coup, c'est la faute de qui? Qui est le bouc émissaire? Même si les joueurs de commandeur sont ceux qui créent la demande pour tous ces produits, ultimement, la faute revient purement et simplement à Wizard. Aucun effort n'a été fait pour conserver ou épargner les formats éternels. Wizard ne pourrait pas rendre tous les 7 commandeurs légaux en Legacy. Wizard n'est pas obligé de sortir les Modern Horizons. Wizard n'est pas obligé de rajouter des tonnes de cartes dédiées aux commandeurs dans les sets dédiés au format compétitif. Wizard pourrait soit engager des employés qui jouent activement en Legacy pour manager le format, ou déléguer le travail à un panel de joueurs actifs, ou vendre la gestion du format à une autre entité, ou personne qui s'en occuperait mieux, ou, mieux encore, abandonner tout simplement le format et laisser les joueurs le reprendre. Ça éviterait de se faire complètement ignorer lorsque des problèmes sont remontés. Mais à la place, on a une multiplication de sets standards, probablement pour vendre plus de cartes sur Arena. On a des sets Modern Horizon qui, historiquement, ont été bien plus négatifs que positifs pour tous les joueurs des formats concernés. Bref, l'inverse de ce que je veux. Le problème avec ce genre de grosses corporations comme Wizard of the Coast, c'est la culture corporate basée sur la délégation des responsabilités. La décision a été prise de faire les Modern Horizons. Le but étant d'essayer d'apporter du mouvement au format éternel,
une décision que je peux saluer. Mais lorsqu'on se rend compte qu'objectivement cela a juste dégradé l'expérience de jeu de la majorité des joueurs des formats, il serait temps d'arrêter et de réparer les dommages. Mais vu que c'est une grosse corporation, avec toutes les lenteurs associées, tant que les joueurs de ces formats niches trouveront Wizard légitime pour gérer leur format, et devront faire face à ces problèmes et au fait d'être ignorés. Mais bref, tout ça sont des problématiques qui sont liées uniquement aux joueurs de Legacy, alors je ne vais pas continuer de tergiverser dessus. Pour finir sur une note optimiste quand même, je vais vous présenter ma version du Commander, ce qu'il faudrait changer pour que j'accepte l'idée de jouer à ce format, mais en gardant l'esprit du Commander. Donc voici ma version du Commander. Comme dit précédemment, je ne suis pas contre l'idée d'un format singleton. J'aime bien le principe d'un commandant avec l'identité de couleur. Par contre, je m'autoriserai l'utilisation de n'importe quel permanent légendaire en tant que commandant, donc artefact, planeswalker, enchantement, peu importe le type. Honnêtement, si des éphémères ou des rituels légendaires existaient, je les autoriserai aussi. Je ne vois pas de raison de restreindre le choix du commandant. Par contre, je suis contre le fait de jouer à 4 joueurs en mêlée générale. Mon problème avec la mêlée générale, c'est la politique qui vient avec. Je préfère largement la coopération et l'esprit d'équipe. Donc il suffit de passer en 2v2 ou 1v3 asymétrique, peu importe comment, juste créer des équipes qui restent fixes tout le long de la partie. Ensuite, concernant la taille du deck, je mettrai un minimum à 60 cartes. Effectivement, c'est arbitraire, mais c'est une taille qui a prouvé depuis des décennies que ça fonctionnait bien pour les formats 1v1 compétitifs. Si tu veux plus de variété, rien ne t'empêche de monter à 100 cartes ou plus. Tant que tu mélanges ton propre deck, c'est pas mon problème. Après, vu que c'est un format casual, je peux même descendre la limite à 40 cartes. Honnêtement, pourquoi tout le monde devrait jouer avec le même nombre de cartes de toute façon? Si tu veux de la créativité et du deck building, bah le voilà, hein. Si tu veux que ton deck fasse tout le temps la même chose toutes les games, soit, tu as qu'à le construire, vu que c'est fun. Si tu veux de la diversité avec un deck énorme de 200 cartes, soit, tu trouves ça fun. Que pensez-vous de ces changements et de ma critique? Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens émettre ce genre d'idées? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, je serai actif en bas. Et avant de terminer cette vidéo, si vous aussi vous en avez marre du commandeur et vous voulez jouer à un vrai format de bonhomme où on se fout sur la gueule sans merci, sans gossiper comme des Game of Thrones wannabe, venez jouer au Gone Ice 2026. Le Gone Ice 2026 est une célébration des formats éternels de Magic se déroulant du 16 au 18 janvier à Lyon. Sur 3 jours, vous avez accès à 6 tournois différents, plus d'autres tournois et des cubes à jouer en side event sur tout le week-end. Principalement axé sur le Legacy, vous pourrez aussi jouer en Vintage, Popper et Pré-Moderne. De plus, tous les tournois et side events sont proxy friendly. Tu as bien entendu, tu n'as pas besoin de posséder les vraies cartes puisque nous ne sommes pas affiliés à Wizard of the Coast. Prenez les sleeves, votre pile de bulk et imprimez les decks en couleur. Sleevez-les et vous êtes good to go. Tu ne connais pas les formats et tu ne sais pas quel deck jouer, c'est un problème réglé. Je publie plus de 3 vidéos par semaine sur la chaîne MTG One présentant tous les formats présents au Gone Ice. Cela va de pair avec une présentation de tous les decks de la méta et du gameplay commenté. Avec MTG One, nous cherchons à rendre les anciens formats iconiques de Magic accessibles à tous. Si tout ça te chauffe et que toi aussi tu es chaud pour supporter cet événement, abonne-toi à la chaîne YouTube MTG One et aux autres réseaux sociaux. Préinscris-toi aux différents tournois et partage l'annonce à tes amis. J'espère te retrouver au Gone Heights 2026 et sur ce, porte bien.